Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu particulière en fait concernant certaines questions que vous m'avez posées en commentaire, notamment sur la formation aide-soignante et sur un sujet en fait qui revient quand même assez régulièrement. C'est le sujet de tout ce qui est démarche de soins. Je lis les commentaires en même temps, donc tout ce qui est question de démarche de soins et puis toute la partie recueil de données. Donc donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je voulais particulièrement répondre aux commentaires d'une personne qui m'a envoyé un message il y a quelques temps. Enfin non, c'était hier ou avant-hier, mais bon. Donc il m'a dit: bonjour Imen, je suis entrée en formation aide-soignante début janvier 2019 et j'ai beaucoup de mal avec la démarche de soins. Est-ce que vous avez de petites astuces? Donc déjà merci pour ce commentaire et puis bonjour également. Donc déjà au début de la formation, le premier conseil que je peux dire, déjà félicitations d'être entrée en formation. Et puis le conseil que je peux dire, c'est déjà faut se détendre. C'est que en fait la démarche de soins ça a l'air complexe en soi, mais en fait c'est pas d'une simplicité, d'une simplicité infantile. J'arrive plus à parler déjà. J'arrive plus à parler. Donc c'est pas d'une simplicité infantile, faut pas croire. Il faut quand même avoir un minimum de raisonnement. Mais en fait la plus grande difficulté ce sera pas au niveau ce sera pas une réelle difficulté. Le problème, c'est qu'il faut surtout atteindre une certaine exhaustivité. Parce qu'on vous demande quand même d'avoir une prise en charge, d'avoir une vision globale du patient, donc il ne faut oublier aucune donnée. Et ça peut être sanctionnable au niveau des examens. Et donc, pour atteindre cette exhaustivité, il faut savoir, normalement, vous avez une fiche que vous donne l'école pour avoir on va dire une ligne directrice pour votre pensée, pour savoir quels éléments il faut recueillir pour justement cette démarche de soins. Donc on va décortiquer ça ensemble. Moi je vais regarder un petit peu mes petits fichiers et on en parle au fur et à mesure. Donc voilà, donc le premier conseil déjà, c'est de comprendre, avant de pouvoir savoir comment faire la démarche de soins, il faut déjà comprendre l'objectif de cette démarche de soins. À quoi ça sert finalement que vos formateurs vous donnent une démarche de soins à faire? À vous embêter très certainement. On a tous pensé ça dès le début, mais pas que. En fait, le but de cette démarche de soins, c'est justement d'avoir une vision globale du patient pour justement avoir la prise en charge la plus adaptée et la plus globale du patient. C'est-à-dire, bon ça on vous le répétera toujours au cours de votre formation, c'est d'avoir une prise en charge multidimensionnelle du patient. Donc prendre en charge l'aspect physique, ce qu'on traite généralement en soins somatiques, mais aussi l'aspect psychique, la dimension sociale du patient, la dimension familiale, voire culturelle en fonction du patient justement. Et donc pour cela, la première chose à faire, la base, c'est le recueil de données. Donc le recueil de données, je regarde un petit peu les éléments en même temps, c'est pour ça, parce que franchement cette question-là, elle tombait à point nommé, parce que là ce week-end j'en ai profité pour trier mes papiers, et en fait je suis tombée là-dessus, et je trouvais que c'était le bon moment pour vous en parler justement. Donc en fait le recueil de données, c'est le recueil de données, c'est en fait le recueil de données. Oui, ce sont des données que vous pouvez récupérer au niveau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc en fait, c'est le recueil des informations concernant le patient. Donc en fait, c'est un recueil de données qui va inclure donc toutes les dimensions du patient dont je viens de vous parler. Ça va devenir compliqué si je bégaye à chaque fois, excusez-moi. Et donc en fait, c'est basé à la fois sur l'observation. Donc après, c'est une observation qui peut être directe, donc avec des informations en lien donc, que vous récupérez auprès de la famille et du patient lui-même, et aussi des choses indirectes, donc avec des échanges interprofessionnels. Donc n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes ressources, il y a le médecin, il y a les équipes soignantes en général, mais il y a aussi la partie administrative, notamment les assistantes sociales qui peuvent être d'une aide précieuse. Voilà. Donc en fait, donc déjà, il faut faire un petit recueil de données, normalement avec un petit listing que votre école vous donne. Et généralement, moi, ce que je fais Je vais respirer à 5 minutes. Généralement, moi, ce qu'ils font dans l'école, c'est on avait une grille, mais en gros, je vais vous expliquer un petit peu la méthodologie qu'il y a dans mon école. Et on verra un petit peu si c'est la même chose que pour les autres, mais là, je respire 5 minutes. Donc, normalement, dans un premier temps, quand vous faites votre démarche clinique, votre démarche de soins dans le cadre d'une MSP, notamment dans la formation aide-soignante, on vous demande dans un premier temps de détailler l'établissement. Donc ça, c'est la partie un peu bateau, voilà. Donc en fonction des écoles, c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre la méthodologie donnée par votre école. On peut vous demander par exemple de présenter l'établissement. Donc c'est de type, déjà quel type de soins on procure. Si c'est de... Procure, oui. Ouais, c'est bon. Si c'est un organisme privé, un organisme public, un organisme privé à but lucratif ou à but non lucratif, si c'est quelque chose comme ça, blablabla, à quel groupe ça appartient, si c'est du privé, etc. etc. Après, il y en a qui sont un petit peu plus tatillons, qui vont vous demander aussi l'accessibilité, donc où est situé l'établissement. Même, moi j'ai eu des questions, même l'accessibilité en transport en commun
d'un certain hôpital que je devais présenter. Et on m'a même demandé s'il y avait des places de parking et des stationnements gratuits. Donc après, c'est vrai que c'est en fonction de l'école. Il y en a qui vont vraiment vous chercher la petite bête. Il y en a vraiment qui vont juste vouloir que vous leur présentiez l'établissement avec les différents services, les différents types de soins qu'on propose et le nombre de lits qu'il y a dans le service dans lequel vous vous trouvez actuellement et le nombre de lits qu'il y a le jour J dans l'établissement. Voilà. Après une petite présentation du service, généralement dans le cadre de la MSP, on va vous demander de citer les personnes présentes le jour de la MSP. Donc par exemple le nombre d'infirmières qu'il y a, le nombre d'aides-soignantes, s'il y a la cadre, etc. Nanana, il y a combien de médecins, etc. Après ça reste du détail, mais que certains formateurs apprécient et ça peut être dans votre fiche de méthodo et donc à devoir citer. Donc voilà, dans le premier cas, c'est vraiment, c'est vraiment du recueil de données autour de l'établissement. Donc ça, vous n'hésitez pas à demander aux professionnels qu'il y a dans votre lieu de stage. Éventuellement à la cadre de santé, parce que généralement, on vous demande aussi des petites informations, par exemple, comme les projets de service. Certains services ont des projets, surtout, par exemple, notamment dans les services de psy ou dans les services de chir. En ce moment, il y a quand même de chirurgie, pardon. Il y a quand même pas mal de projets, notamment dans la chirurgie ortho avec tout ce qui est réhabilitation, le projet RAC, etc. Il ne faut pas hésiter à demander aux cadres, faut pas hésiter à demander aux personnes qui sont autour de vous, même si parfois on a l'impression de déranger. Voilà. Donc déjà, il faut arriver à récupérer des données. Donc il faut vraiment maîtriser tous les supports des données que vous pouvez avoir, donc à savoir les personnes, mais aussi vous pouvez avoir des fascicules disponibles, donc il y a certains services de soins, certains établissements ont des petits fascicules, des petits livres à disposition des étudiants, d'autres n'en ont pas. Après il faut aller à la chasse aux infos, il ne faut vraiment pas hésiter là-dessus. Mais dans un second temps, après il y a toutes les informations concernant le patient. Donc ces informations-là qui sont bien sûr primordiales. Donc ce qu'on vous demande tout d'abord, c'est un petit état civil, une petite analyse de l'état civil du patient. Donc généralement, on vous demande nom, prénom, sexe, âge, etc. Donc là, bien sûr, il y a le petit piège. Il faut faire ultra attention au secret professionnel parce qu'il y a c'est quand même passible de prison et d'amende. Donc je sais pas c'est quoi le pire parce que l'amende est quand même plutôt salée. Mais dans tous les cas, et ça peut aussi vous empêcher d'exercer par la suite. Donc faites bien attention au secret professionnel. Excusez-moi, je parle du nez, parfois je renifle. Et j'essaie de parler vite, parce que sinon la vidéo sera jamais finie. Donc faites attention, donc après on a fait toute la partie sur l'établissement, la partie sur le patient, faites bien attention à tout ce qui est respect du secret professionnel. Le nom du patient ne doit pas apparaître sur vos documents. Donc c'est-à-dire si c'est Monsieur Durand, ce sera Monsieur D. Ou alors à la rigueur Monsieur X, comme ça passe partout. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'informations nominatives. Voilà, parce que sinon le secret professionnel est violé. Et une violation du secret professionnel, c'est très grave. Ensuite, donc, vous faites une présentation du patient, donc la pathologie. Généralement, on vous demande de faire des choses comme l'histoire de la maladie. Après, le résumé de séjour en fonction, etc. Donc après, je vous laisse suivre quand même la ligne directive de votre établissement, de ce que les formateurs vous ont donné. Et après, on passe à un petit incontournable, qui est, bien sûr, le recueil de données selon les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Donc les 14 besoins fondamentaux, je ne sais pas si je vous ai parlé dans une vidéo, sinon je le ferai ultérieurement. Il y avait un livre qui est très bien, donc qui s'appelle La règle d'or. Alors je vous retrouve le titre. Donc voilà, j'ai retrouvé sur internet une petite photo, mais on verra rien du tout. Bon, je vais vous citer plutôt les références. Donc c'est un livre franchement qui a été littéralement ma bible pendant la préparation de mes MSP et que j'ai repris aussi en formation infirmière pour faire les démarches cliniques par la suite. Donc le titre c'est Fiche de soins pour l'aide-soignant, parce que c'est principalement sur des soins de nursing et des soins d'hygiène. Sur des soins d'hygiène et de confort. Et en fait, le titre, c'est Fiche de soins pour l'aide-soignant. Et l'auteur, donc la règle d'or, OR, donc pour organisation, réalisation et relation, donc OR avec 2 R. Et l'auteur, c'est Marie-Odile Roufiol. Alors, l'édition, c'est Elsevier Masson. Et franchement, ce livre-là, il vous récapitule tous les soins avec les surveillances à faire des besoins fondamentaux. Donc, bien sûr, les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi aller voir la pyramide de Maslow. Mais franchement, déjà, si vous maîtrisez les 14 besoins fondamentaux, vous aurez fait une bonne partie de votre démarche de soins, surtout sur la prise en charge du patient. Donc généralement, après, en fonction des écoles, on va vous demander aussi de présenter un petit peu le soin que vous allez... Bon, après, ce sera beaucoup plus tard. On va vous demander de présenter le soin que vous allez faire effectuer devant vos formateurs, vos examinateurs, etc. Donc là, bien sûr, il faut justifier la nécessité du soin en fonction des besoins perturbés du patient, donc des besoins non satisfaits avant votre prise en charge du patient. Donc bien sûr, il faut se baser sur l'analyse des besoins perturbés, des besoins satisfaits selon Virginia Anderson. Et ensuite,
après avoir fait tout ça, il faut aussi avoir une petite évaluation de l'efficacité de vos soins, de l'efficacité de vos actions auprès du patient. Donc voilà globalement, et puis généralement à la fin de la démarche de soins, on vous demande de parler du devenir du patient. Donc par exemple s'il y a des petits rendez-vous de prévus, s'il y a des retours à domicile de prévus, s'il y a des transferts de prévus, etc. Donc globalement, si on récapitule, le maître mot c'est recueil de données. Donc recueillir toutes les données que vous pouvez. Et bien sûr le recueil de données est bien sûr temporalisé, parce que ce qui est vrai aujourd'hui pour monsieur X sera peut-être pas le cas demain. Si c'est passé quelque chose dans la nuit, il faut vraiment avoir un truc très temporalisé, à jour, ce qui rentre aussi en ligne de compte de l'histoire de la maladie, de voir qu'il y a une évolution, voilà, en amélioration ou en détérioration malheureusement, mais qu'il y ait une évolution. Donc en fait finalement, pour résumer, je regarde mes petits mots-clés la démarche clinique, en fait, c'est surtout, il faut comprendre que c'est un processus complexe, parce que ça demande de l'attention, ça demande une rigueur, une curiosité, et bien sûr la maîtrise de certaines connaissances. Et bien sûr, c'est aussi complexe parce que c'est quelque chose de dynamique qui va bouger. Comme je vous ai dit, il peut y avoir des événements qui se passent. Monsieur X ou Madame X, peu importe, réagit mal à un médicament, réagit mal à un traitement, etc. La nuit s'est mal passée, nouvelle prise en charge, nouveau protocole de soins, blablabla, etc. Il faut vraiment vous tenir informé. Bien sûr, après, il peut y avoir aussi des problèmes des paramètres vitaux. Les paramètres vitaux, donc tout ce qui est pouls, température, etc., saturation, il faut les avoir à jour. Vous ne prenez pas ceux de la veille. Si ça a été pris le matin, il faut aller chercher dans vos cahiers de relève ou sur votre logiciel informatique les nouvelles informations, vraiment, pour ne pas vous faire planter au niveau de l'examen. Donc après, bien sûr, il faut prendre en compte toutes les dimensions de l'individu, et ce qui vous permettra aussi d'avoir ce sera votre grille de relecture, de voir si toutes les dimensions de votre patient ont été prises en compte. Donc après, finalement, la démarche de soins, ça se base sur des faits comme l'observation, après une certaine analyse des informations que vous récupérez suite à ces observations, une certaine interprétation une analyse et une interprétation de ces formations, la stratégie d'action, donc la mise en place d'un plan de soins. Donc généralement le plan de soins est déjà rentré dans les protocoles du service, mais vous devez savoir pourquoi vous faites telle ou telle chose. Et bien sûr après, ces actions-là, expliquer ces actions, et puis bien sûr respecter les protocoles liés à ces actions, et bien sûr à la fin, comme je vous ai dit, l'évaluation de ces actions. Et puis ne pas oublier d'avoir aussi un regard critique sur sa pratique, parce que ça les examinateurs aiment bien quand on se remet en question. Voilà. On n'est pas parfait, il faut et justement ne pas avoir la prétention d'être parfait et accepter les remarques, accepter la remise en question à la fin de votre présentation. Voilà. Donc n'oubliez pas toutes les informations qui peuvent être primordiales. Et vraiment, le gros problème, si je peux répondre à votre question, vraiment le principal problème, ce sera vraiment d'atteindre l'exhaustivité et d'arriver à suivre vraiment votre ligne. Après, moi, c'est vrai que je suis dans une école. Les autres écoles ne fonctionnent peut-être pas de la même manière. Moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir directement vos formateurs. Et surtout, notamment, une personne qui doit être vraiment, au cours de votre formation, votre interlocuteur privilégié. C'est bien sûr votre formateur référent ou référent pédagogique en fonction des écoles, voilà, qui sera vraiment votre personne ressource. Et puis, généralement, ce sont ces formateurs-là qui vont vous examiner, qui vont venir en stage pour vous examiner, pour vous évaluer, pour faire les examinateurs. Donc ce sont eux qui savent les critères d'évaluation et savent à quoi, peuvent formuler des demandes pour vous dire ce qu'ils attendent exactement de vous. Donc surtout, n'hésitez pas à vraiment aller les solliciter, surtout en début de formation, faut avoir le courage, surtout quand on ne les connaît pas, etc. Allez les solliciter pour avoir leurs avis, leurs informations, surtout ce qui sont là aussi pour ça, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, vos interrogations, vos doutes, etc. Donc voilà. Donc globalement, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite, j'ai pas forcément parlé bien, mais j'espère que c'est un minimum clair. Dans tous les cas, je poste cette vidéo, mais ça veut pas dire que je me débarrasse de vous pour autant. Vous avez la barre des commentaires. Si je peux éclairer, si c'est dans ma limite de mes compétences, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire à la suite de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette présentation. Bien sûr, je peux vous faire d'autres vidéos un petit peu plus détaillées. Ce sera peut-être un peu plus compliqué de les tourner dans la semaine, mais je peux essayer de faire ça pour le week-end prochain notamment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé et aura tenté de répondre à vos questions. En tout cas, je l'espère. Et même si c'est pas bien clair, dans tous les cas, il y a les commentaires et puis je répondrai avec plaisir. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.